Virginie, je vais reprendre avec toi ce dont on a discuté dans le cadre de notre rencontre dernière. Rencontre. Oui, c'est ça. Alors, à la finale, une fois que tu m'as expliqué l'ensemble de tes difficultés, je te suggérais fortement d'aller te faire évaluer au niveau du fonctionnement intellectuel et aussi de vérifier s'il y avait présence ou non d'un trouble d'apprentissage ou autre. Oui. C'est bien cela? Tout à fait. Puis, en fait, ça me fait un peu peur, ça. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à imaginer que j'allais faire. Donc, en fait, j'ai préparé des questions. Très bien. Pour un peu vraiment voir dans quoi je m'embarque si je fais ça. Puis, entre autres, ce que j'aimerais savoir, c'est vraiment comment ça se passe, puis qu'est-ce que ça va permettre d'évaluer ces genres de tests. OK. Est-ce que tu es déjà allé dans un centre de conditionnement physique? Oui. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que l'entraîneur a fait la première journée que tu t'es présenté? Il y avait un rendez-vous pour faire un peu l'évaluation de ma condition physique. Donc, il y avait des tests, des questions. Puis, quels étaient mes objectifs par rapport à l'entraînement, au niveau du cardio, au niveau du renforcement, etc. OK. Il a utilisé des grilles d'évaluation. Oui. Il a noté tes résultats et à la finale, il a comparé tes résultats avec la moyenne des gens, mais pour le même groupe d'âge, pour un petit peu te situer par rapport à ton groupe d'âge. OK? Et il a été en mesure, en analysant tes résultats, de te suggérer certains exercices spécifiques pour atteindre tes objectifs. C'est la même chose avec l'évaluation du fonctionnement intellectuel. OK? En fait, c'est à partir de tests standardisés où on va aller évaluer comment et à quel niveau fonctionnent les différents processus et les habiletés cognitives qui sont impliqués dans le traitement de l'information qui nous est transmise par l'environnement. On est constamment bombardé d'informations. Alors, on va évaluer ces processus-là. OK? Les résultats à chacun des tests et des sous-tests vont être comparés avec la moyenne des gens du même groupe d'âge. Alors, il se peut que pour un processus donné, ton résultat se situe au-dessus, en dessous ou tout à fait dans la moyenne. OK. Maintenant, comment ça se passe vraiment? Oui. C'est sûr qu'on n'abordera pas tout, là, parce que ce serait vraiment trop long, mais te donner une petite idée. Donc, dans le fond, tu as des tests. Attends une seconde. On va se donner de l'espace. Alors, donc, tu as des tests, et tu as une tâche à accomplir. Oui. Et au travers, pour te rendre à la tâche, on va aller évaluer comment tu fonctionnes. L'un des processus qui est évalué, on va parler des habiletés au niveau de la planification. Alors, la planification, en fait, c'est que pour la tâche que tu vas accomplir, tu auras évidemment utilisé l'ensemble des connaissances que tu possèdes, que tu as déjà. Tu vas avoir différentes actions à poser pour accomplir la tâche finale. Oui. Mais au travers de ce que tu vas faire, le fait de planifier au niveau de ta tâche, ça va t'éviter aussi les impulsions du moment, d'aller d'un bord puis de l'autre. Je te donne un exemple. Le professeur vous demande de faire un résumé d'un texte. Alors, donc, deux étudiants, il y en a un qui, dès qu'il a fini de faire sa lecture, se met à rédiger d'un bord puis de l'autre. Tout ce qui vient à l'esprit. L'autre étudiant, lui, va faire le plan, va préparer. Lequel des deux va économiser son énergie? Celui qui va faire le plan. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Puis, il y a de meilleures chances que son texte regroupe vraiment l'ensemble du résumé qui est demandé. La vitesse de traitement, elle est évaluée dans plusieurs sous-tests en même temps que les autres processus, particulièrement au niveau des fonctions attentionnelles. Bon. Dans les fonctions attentionnelles, on va aller regarder la concentration de la personne, si elle est capable de maintenir une concentration en faisant une inhibition des réponses à des stimuli dérangeants. Ce qui veut dire qu'on te demande de faire une tâche, il y a des stimuli qui viennent te déranger, mais il ne faut pas que tu t'en occupes. Il faut essayer de garder ta concentration. Un des sous-tests, et ce n'est un, tu as la couleur. Une couleur, que tu dois nommer, mais cette couleur-là, elle est inscrite dans une autre couleur. La vitesse va être aussi évaluée là-dedans. Donc, le stimuli dérangeant, c'est que ici, le mot rouge est écrit en vert. Et il faut que tu fasses abstraction de ça. Et
on va calculer le temps que tu vas prendre, le nombre d'erreurs, si tu en fais, si tu n'en fais pas et tout ça. Donc, on va aller vérifier dans ce type de sous-test-là des aspects d'attention, concentration et tout ça. Et aussi, je vais te parler des fonctions mnésiques. Oui. Okay? Les fonctions mnésiques, dans le fond, c'est la mémoire. La mémoire à court, à moyen et à long terme. Okay? Oui. Et la mémoire de travail. Okay. Toujours un traitement de l'information, qu'elle soit auditive ou visuelle. Alors, sur le plan visuel, on va te présenter une illustration qu'on va te demander, après quelques secondes, de reproduire le plus fidèlement possible. Okay. Et l'entrevue se poursuit. 30 minutes après, on va te demander à nouveau de reproduire cette illustration-là. Donc, on va pouvoir aller vérifier dans quelle mesure tu maintiens l'information de ce que tu as observé sur le plan visuel. Ce sont des exemples. OK? Oui. Ça va? Il y en a d'autres, bien sûr. Et ce qu'on comprend, dans le fond, tu vois, c'est que l'ensemble des processus, c'est tout un engrenage. Et puis, ils sont tous interreliés les uns les autres. OK. Ça va? Oui. OK? Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. OK. Mais je comprends mieux, donc, quel type de test, qu'est-ce que ça peut permettre de toucher, mais pourquoi je le ferais maintenant? Parce que dans les faits, je me suis quand même rendue jusqu'à l'université. Ouais. Il me reste 2 ans pour finir. Pourquoi je le ferais maintenant? Oui. Tu m'as dit que tu étais en fin de 2e année de ton bac. Est-ce que tu as observé depuis ton arrivée à l'université une différence dans le contenu, dans les exigences des cours? Oui, c'est de plus en plus... Moi, en tout cas, je trouve que c'est de plus en plus complexe ce qu'on me demande. Okay. Les lectures sont plus complexes, les travaux, c'est plus difficile. Oui. Et c'est ça. À l'université, OK, c'est que le niveau des apprentissages qui est demandé, OK, et fait en sorte que ça exige des habiletés particulières. Pourquoi? Parce que de session en session, les concepts, les informations, les notions sont de plus en plus complexes. Okay. Alors, pour arriver à traiter l'ensemble de ces notions-là, ça prend des habiletés particulières. Ce qui arrive souvent, okay, c'est que oui, un étudiant a réussi à se rendre à l'université, mais d'une session à l'autre, il est confronté de plus en plus à certaines difficultés. Et là, il se décourage, il met beaucoup de temps, il a des résultats qui ne sont pas à la hauteur de l'énergie qu'il a mis, et là, il se démotive. La persévérance, il y a de la difficulté à persévérer parce qu'il essuie des échecs d'une session à l'autre. OK? Et grande fatigue s'installe et il arrive même chez certaines personnes où les symptômes d'une dépression, là, vraiment, se pointent à l'horizon. Okay. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de se rendre là. Non. OK? C'est vrai ce que tu décris sans dire que je suis en dépression, mais je trouve que ça me ressemble beaucoup, cet étudiant-là qui finalement ne sait plus comment s'en sortir. Exactement. Et c'est ça pourquoi il est temps d'aller voir, d'aller vérifier des choses. C'est vraiment le moment de le faire. OK. Mais si je le fais, là, combien de temps ça va me prendre de faire ces tests-là? OK. Ça dépend d'une entrevue d'un professionnel à un autre, OK, mais tu pourrais penser facilement au moins 3 rencontres. Peut-être une 4e, si l'évaluateur juge approprié de te rencontrer une 4e fois. Alors, au travers des rencontres, tu as l'entrevue initiale où on fait le portrait général de ta situation personnelle, t'explique les difficultés. 2e, ça va être les tests en soi. D'une durée à peu près d'1h30, 2 heures. Ça peut varier. Et la 3e, normalement, c'est la remise du rapport, tant au niveau de verbal qu'au niveau écrit. Donc, on explique les différents résultats. Mais ce rapport-là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle sorte d'informations? Au niveau du rapport, tu retrouves évidemment les motifs de la demande. Pourquoi le motif de la demande. Voilà, ça, pourquoi tu es allé le rencontrer. Il va avoir aussi, un résumé de ton histoire personnelle, parce que ça a des incidences tout de même, ça explique des choses. Il va avoir la liste des tests utilisés, il va avoir les résultats aux tests, l'analyse des tests et les recommandations. Et d'ailleurs, c'est dans les recommandations où est-ce que si tu as un processus particulier qui est affecté, qui est comme en deçà de la moyenne des gens, à ce moment-là, tu vas retrouver à l'intérieur des recommandations, des stratégies pour pouvoir
venir combler les lacunes que tu as. Et ça, c'est drôlement aidant. C'est vraiment une connaissance de soi là, fort importante. OK. Puis, mais qui les fait, ces tests-là? À quelle personne je réfère? OK. Bien, en fait, ce sont des psychologues qui vont faire des tests d'évaluation du fonctionnement intellectuel. OK. Maintenant, ce ne sont pas tous les psychologues qui font des tests. Il faut vraiment que tu aies un psychologue qui a développé une pratique dans le fait d'appliquer des tests standardisés pour faire ce type d'évaluation-là. La majorité des psychologues vont aller plus en thérapie, dans le domaine de la thérapie. Alors, il y a un certain nombre qui ont la pratique là, au niveau des tests. Mais tu as aussi les neuropsychologues qui peuvent le faire. Eux vont le faire particulièrement pour les gens qui ont eu des atteintes au niveau du cerveau, un traumatisme crânien, parce que l'atteinte amène des répercussions sur le plan aussi du fonctionnement, et le neuropsychologue va être en mesure de comprendre l'atteinte et de pouvoir expliquer clairement et d'évaluer clairement les répercussions de l'atteinte. OK. Mais je me souviens que lors de la première rencontre, tu m'avais dit que ça serait important aussi que je vérifie si j'avais un trouble particulier, si j'avais un trouble d'apprentissage. Est-ce que ces tests de fonctionnement-là, est-ce que le fait de faire le test de fonctionnement va me dire si j'ai un trouble? Pas du tout. Pas du tout. L'évaluation du fonctionnement intellectuel te donne un portrait de ton fonctionnement. Au niveau des différents processus, on te dit que tu fonctionnes comme ça. Ça ne pose pas un diagnostic. Pour vérifier s'il y a une présence d'un trouble d'apprentissage, d'un déficit d'attention ou autre, ça prend vraiment des tests qui, eux, permettent de poser le diagnostic. C'est toute la différence. Puis il faut aussi comprendre que un trouble d'apprentissage n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne, avec son potentiel. C'est vraiment autre chose, mais ça a quand même des implications dans le quotidien et ça vient expliquer aussi un certain nombre de difficultés. L'évaluation du fonctionnement intellectuel explique pourquoi tu as des difficultés dans certains secteurs. L'évaluation diagnostique va t'expliquer pourquoi tu as aussi des difficultés dans telle autre action aussi que tu poses. C'est complémentaire, puis je te dis, c'est vraiment encore, là, tu viens ajouter un plus dans la connaissance. Et ces deux évaluations-là peuvent être faites par la même personne, par un psychologue Oui, mais il faut que tu t'assures que tu as vérifié que la personne est apte, connaît l'ensemble de ces évaluations-là. Comment je peux faire pour en trouver un psychologue? Écoute, ça peut être du bouche à oreille, finalement, là, il y a des gens qui en connaissent, mais tu peux aussi, regarde, tu vois, je t'ai inscrit ici le site de l'Ordre des psychologues. Alors, tu vas sur le site, tu as aussi le numéro de téléphone qui est là-dedans, tu procèdes comme tu veux, tu expliques ce que tu cherches et tu trouves un psychologue dans ta région. C'est pas un problème. Mais c'est des professionnels, les psychologues, ça doit coûter cher, une évaluation comme ça? Oui, bien c'est sûr. Écoute, pour moi, la notion de coût, là, c'est quand même très variable. Oui, ça coûte des sous. Mais quelque part, tu investis sur toi. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir que de s'investir. D'investir sur soi. Alors donc, selon le professionnel, ça peut coûter entre 600 et 800 $ pour l'évaluation du fonctionnement intellectuel. Le rapport est inclus à l'intérieur de ça. Ça comprend tout. Oui. C'est un ordre de grandeur. Donc, ça peut te donner une idée. Maintenant, si tu fais vérifier au niveau de la présence d'un trouble d'apprentissage ou autre, bien là, tu peux ajouter quelques centaines de dollars pour la passation des autres tests. Et évidemment, ils vont introduire dans le rapport d'évaluation les résultats de ces tests-là. Alors, donc, de tout là qui vient. Mais peut-être que mes assurances ou les assurances de mes parents peuvent peut-être payer. Oui, tout à fait, tu as raison. On parle des assurances collectives, si tu en as et tout ça. Et il y a aussi une partie que tu peux mettre au niveau des frais médicaux de l'impôt. Ça rentre aussi là. J'avais quand même comme une inquiétude. Tu sais, par exemple, tu m'as parlé d'un trouble de déficit d'attention. Tu sais, les gens qui sont identifiés de troubles de déficit d'attention, souvent, on leur suggère de prendre la médication. Ça pourrait arriver. Qu'est-ce que je fais avec cette suggestion-là? Ça pourrait. Ça ne veut pas dire que parce que le déficit d'attention est diagnostiqué qu'il y a nécessairement une médication en bout de ligne. C'est à voir. Sauf que ça serait vraiment très long de t'expliquer ce que c'est que la médication et ça vaut-tu la peine et tout ça, les effets secondaires. Alors, je t'ai aussi inscrit là, le site ici, là, fort intéressant, où tu vas avoir vraiment réponse là, de façon juste, parce qu'ici, il dit beaucoup de choses là-dessus. Et ce qui est malheureux, c'est que c'est pas nécessairement juste.
OK. Alors, prends le temps d'aller t'informer là-dessus. Ça vaut vraiment la peine. OK. Ben, je te remercie. Je trouve que quand même, ça fait le tour de la question. Ça me permet, en tout cas, de partir d'ici, puis de réfléchir, puis de voir si je m'embarque dans le processus, puis si je fais ça. Mais je pense C'est un bout de chemin à faire. Oui, OK? faire mon bout de chemin là-dedans. Oui, tout à fait. Ben, écoute, je pense que c'était drôlement important que tu me les poses, tes questions. Oui. Mais avant qu'on se quitte, parce que là, je regarde l'heure, il va falloir que j'y aille. OK. Je voulais quand même revenir sur une chose que tu as dit au début. Tu sais, tu disais, ça me fait un peu peur. Oui. C'est vrai. Et ça fait peur à beaucoup de gens, pour plusieurs raisons. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que souvent, c'est quand on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, c'est épeurant. Ouais. Mais il y a aussi des fois certaines choses qu'on n'a pas le goût d'entendre. C'est vrai aussi. Hein? Ce qui fait que ça nous fait hésiter. Mais écoute, il y a plusieurs étudiants à qui j'ai conseillé de le faire, qui ont fait la démarche, mais qui sont revenus me voir et qui m'ont dit, enfin, je comprends comment je fonctionne. Et c'est venu changer des choses dans leur vie. Et ils étaient extrêmement contents d'arriver à comprendre. Oui, c'est vrai. Alors, OK. pense-y. C'est bon. Bonne réflexion, Merci. ma grande. Je te remercie beaucoup. Dernière, OK, bye-bye. Bye-bye.